Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Le Bâtiment Optimisé, une émission proposée par Radio Imo et Axéo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Notre sujet du jour, vous allez voir, un sujet brûlant, comment optimiser l'atteinte de ces objectifs décrets tertiaires grâce à l'optimisation de ces installations de chauffage et de climatisation. On va parler bien sûr des installations CVC. Et pourquoi je dis que c'est un sujet brûlant ? Parce que effectivement, ces économies d'énergie, on va en parler, on le sent de plus en plus. Rapport à l'actualité évidemment et la flambée des coûts énergétiques. Alors le CVC, est-ce que c'est le premier levier d'action pour atteindre ces objectifs du décret tertiaire ? Eh bien nous allons le découvrir avec nos deux experts du jour. Que dis-je, des experts, des génies. On est en compagnie sur le plateau d'Aymeric Crégu. Bonjour Aymeric. Bonjour. Vous êtes directeur métier génie thermique d'Axéo. Et à distance, nous sommes en compagnie de Michael Thérum. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Directeur métier génie énergétique cette fois d'Axéo. Bienvenue à vous, un habitué Michael, puisque vous avez déjà participé bien évidemment à cette émission. On rappelle qu'Axéo est un bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans l'optimisation des installations CVC et dans la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et bien sûr, Axéo va de l'audit initial au suivi des travaux et consommation. Donc on a deux experts avec nous, on va pouvoir attaquer tout de suite le sujet du mois. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Le décret tertiaire, on en parle depuis le 1er octobre 2019. C'est le texte qui formalise la rénovation énergétique de tous les bâtiments tertiaires en France, publics et privés. C'est probablement le chantier des 50 prochaines années. Selon l'étude d'impact réalisée par le ministère, la mise en œuvre des actions d'amélioration pour atteindre ces objectifs du décret tertiaire représentera en moyenne 180 à 200 euros par mètre carré. Alors, je vous donne quelques chiffres, vous allez vous rendre compte, c'est de la taille du chantier qui nous attend. 300 000 bâtiments sont concernés, 800 millions de mètres carrés. Ça représenterait 150 milliards d'euros de travaux sur les 30 prochaines années. Voilà, un gros gâteau, évidemment. Beaucoup d'acteurs sont positionnés. C'est un sujet majeur pour les propriétaires, pour les gestionnaires de bâtiments et surtout la première étape de cette réglementation. Elle arrive extrêmement vite, dans 6 mois, en septembre 2022. C'est demain. Et c'est pour vous aider, évidemment, vous, gestionnaires professionnels, du management du bâtiment, etc., qu'on va en parler aujourd'hui en répondant à cette question clé. Quelles actions on peut engager pour optimiser l'atteinte de vos objectifs ? Quels sont les leviers qui peuvent me faire de grandes économies à moindre coût ? On focus également sur les installations de chauffage et de climatisation. Autant de questions qu'on va poser tout de suite à nos experts. Le décryptage. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Si vous le voulez bien, on va démarrer avec le début, le b.a.-ba, avec vous, Aymeric Crégu. On va justement se poser la question, le chauffage collectif, quelles sont les bases à connaître avant de commencer, avant de faire ces installations, procéder peut-être à ces audits ? Tout d'abord, on va parler de CVC, chauffage, ventilation, climatisation. En tertiaire, on a évidemment la climatisation qui s'ajoute et on sait aujourd'hui que ça représente sur une activité tertiaire bureau à peu près 50% des charges du bâtiment et les charges énergétiques du bâtiment. Donc c'est un point essentiel. On ne peut pas agir sur le bilan global sans agir sur le poste CVC dans le bâtiment. 50% des charges, c'est énorme, entre l'achat, la maintenance, l'énergie qui est consommée. Tout à fait, c'est un poste important et c'est un poste important d'énergie et c'est vrai que l'énergie aujourd'hui est critique pour tous les acteurs. C'est un sujet qui est technique, ça part de la production qui va être éventuellement distante ou présente, il y a la distribution et l'émission, il y a des enjeux de régulation pour les utilisateurs et des enjeux de confort qui sont évidents dans le domaine tertiaire. Aujourd'hui, il y a des contrats d'entretien qui existent pour les chaudières, qui sont obligatoires, mais qui sont parfois opaques ou complexes à comprendre pour les clients et qui ne garantissent pas forcément la meilleure efficience pour le système. Aujourd'hui, la régulation et les consignes, 1 degré de température, que ce soit en logement ou en bureau, peut représenter 7% d'économie. Donc on voit qu'il y a des sources immédiates d'économie qui sont latentes pour tous les bâtiments. Ça, j'ai l'impression qu'on va beaucoup l'entendre. C'est déjà largement diffusé par le ministre de l'économie en premier, qui a parlé d'un véritable choc énergétique comparable avec évidemment la guerre en Ukraine à ce qu'on avait connu en 1973. Alors on ne sait pas encore, mais en tout cas, il enjoint tout le monde, déjà les particuliers,
travailler, à faire cet effort. Est-ce que vous pensez que, voilà, pour les professionnels également, on va voir ce thermostat régulé un petit peu de manière différente? On sait que c'est un sujet extrêmement important, notamment dans l'entreprise. Alors, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Il y a un enjeu d'économie et même d'écologie. Dépenser de l'énergie pour la mettre par la fenêtre, c'est absurde. Et la réalité économique faisait déjà réagir tous les acteurs. L'État a accompagné cette dynamique en faisant le décret BAX, le décret du BAX numéro 2020-887 de juillet 2020. Il oblige à mettre en place une régulation sur les grosses installations qui dépassent 290 kW. En fait, l'État amène à une évidence, c'est que cette régulation, chaque acteur devrait le mettre lui-même. C'est la première économie que de mettre la bonne température pour l'intérieur et pour le confort des occupants. Donc, mais on sait qu'il y a quand même des progrès ou des marges d'amélioration. On prend un exemple que tout le monde connaît, dans nos bureaux, alors qu'on fait plutôt attention chez soi parce que peut-être on est in fine le payeur. Dans les bâtiments, on voit de la lumière allumée encore très tard le soir, voire des fois toute la nuit dans certains ensembles. Le chauffage qui n'est pas forcément régulé, c'est-à-dire on va le laisser tourner même si le temps devient plus doux, donc du coup il fait trop chaud. Il y a des choses comme ça qui peuvent être améliorées, qui sont assez simples. Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que dans ce décret tertiaire, où il y aura des incitations à mettre des dispositifs peut-être plus intelligents pour accompagner cette gestion? Amener une régulation, c'est amener de l'intelligence. Mais mettre l'intelligence, il faut aussi la piloter. Il y a un enjeu aujourd'hui de beaucoup de bâtiments, et Michael en parlera peut-être, qui sont aujourd'hui équipés de matériel de régulation, mais qui ne sont pas actifs, ou insuffisamment actifs. Un bureau inoccupé la nuit, il peut évidemment réduire sa température de consigne et se remettre à la bonne température avant que les employés arrivent, avec un vrai gain d'usage et sans sacrifier aucun confort. Et ces régulations-là, aujourd'hui, sont assez mal pilotées. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément dans le contrat de maintenance du prestataire, il n'y a pas forcément un contrat d'exploitation et pas forcément bien maîtrisé par le client. Alors justement, on va faire réagir Michael. On le disait à l'instant, 1 degré d'écart de température de consigne représente 7% de gain annuel d'énergie. Michael, pourquoi la gestion de ces systèmes CVC, chauffage, ventilation, climatisation, est un vrai sujet dans les bâtiments tertiaires? En fait, est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes problématiques? Alors déjà, au niveau des bâtiments tertiaires, les systèmes CVC sont beaucoup plus importants et plus complexes que dans le monde du bâtiment de logement, par exemple. Et on se retrouve aujourd'hui avec des consommations énergétiques qui impactent directement l'excédent brut d'exploitation, donc la marge des entreprises, surtout en cette période très particulière. Aujourd'hui, on constate des systèmes de climatisation et de chauffage qui sont surdimensionnés par rapport aux réels besoins des bâtiments, et cette surconsommation occasionne, ces surdimensionnements occasionnent des surconsommations. Aujourd'hui, on constate également un manque de temps qui est consacré par les exploitants, les mainteneurs des systèmes, tout simplement parce que la concurrence faisant que les prix ont tendance à baisser, et du coup le temps technicien pour maintenir les systèmes, pour nettoyer par exemple les filtres, pour aller réguler correctement, ce temps-là n'est plus passé, et donc il y a une dégradation du niveau de performance des systèmes CVC. On a aujourd'hui également des problèmes, et Aymeric l'a très bien dit, il y a des problèmes de confort, des conforts des usages qui impactent finalement la productivité des collaborateurs qui travaillent dans ces bâtiments tertiaires, et bien sûr un impact sur la partie environnementale, la démarche RSE des entreprises qui mettent de plus en plus en avant, parce qu'aujourd'hui tout le monde souhaite consommer auprès d'entreprises qui ont une démarche de réduction de ces consommations énergétiques, et c'est vraiment dans cette démarche-là que s'inscrit le décret tertiaire. Tiens, d'ailleurs, le décret tertiaire, on rappelle quand même les grands enjeux. C'est extrêmement fort, ce qu'on attend, on l'a dit, outre le côté chiffre. Le décret tertiaire, dans l'esprit, c'est réduire de 60% les consommations du tertiaire en 30 ans, avec des paliers à atteindre 40, 50, 60%. Ça paraît long, 30 ans. Évidemment, on aura tous des cheveux blancs en plus, ou plus de cheveux du tout. Mais ça va arriver extrêmement vite, et surtout, il y aura des pénalités, n'est-ce pas, pour les entreprises qui ne s'y conformeraient pas. Michael, peut-être. Michael.
Oui, alors il y a effectivement des pénalités qui sont prévues par cette réglementation. Alors il y a une petite pénalité financière, mais qui est vraiment pas, ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. Il y a deux pénalités importantes. Une pénalité basée sur le name and shame, c'est-à-dire que le nom des entreprises qui n'auront pas amélioré leur bâtiment sera mis en avant sur un site, publié sur un site d'État à destination de la presse. Et donc ça va impacter l'image de ces entreprises-là. Le deuxième impact, c'est que le marché va faire le tri. C'est-à-dire que pour les bâtiments qui seront non conformes au décret tertiaire, il va y avoir une dégradation de la valeur patrimoniale des actifs et de la valeur locative. C'est-à-dire que moi, en tant que locataire, par exemple, je souhaite m'installer dans un bâtiment, je vais vérifier que ce bâtiment est performant au regard des objectifs du décret tertiaire. Sinon, je vais me retrouver assujetti en mon nom propre en tant que locataire, puisque c'est moi qui paye l'énergie. De la même façon, si je souhaite acquérir un bâtiment en 2028 par exemple, je vais négocier avec le vendeur le prix de son actif parce que je sais que je vais avoir des investissements très importants à faire s'ils n'ont pas été faits au préalable par rapport aux objectifs du décret tertiaire. Dans un sens ou dans l'autre, finalement, on touche au portefeuille. Du côté des investisseurs, évidemment, pas question d'acheter un actif qui ne serait pas dans les normes. Et puis, évidemment, risque de réputation avec ce fameux name and shame. Oui, mais là, ça viendra du marché. La pénalité viendra du marché, finalement. Ce n'est pas une pénalité financière, une amende que l'État va demander aux entreprises. En tout cas, ça sera moins l'amende qui sera incitative que, effectivement, le regard des investisseurs et puis la valeur du bâtiment. Alors, on l'a dit, les installations CVC sont un axe fort pour la réduction des consommations et les atteintes de ces objectifs du décret tertiaire. Aymeric, on va parler maintenant des solutions. Quelles sont les bonnes pratiques à appliquer pour les gestionnaires qui nous écoutent ? On va parler de différentes échéances. La première échéance, c'est l'actif tel qu'il est avec son matériel. La première action, c'est d'adapter le contrat d'entretien et le contrat d'exploitation pour impliquer davantage le prestataire dans la conduite et dans la bonne maintenance de l'installation. Ça commence par nettoyer les filtres, avoir une installation où tout est optimum en termes de production et de mettre une bonne régulation pour que le confort soit là sans pénaliser les consommations. On parlait pour rebondir sur le point précédent, aujourd'hui, l'enjeu du coût de l'énergie est extrêmement présent pour tous. Et donc les gens qui ont des bâtiments vertueux se sentent particulièrement protégés par rapport à des gens qui ont des bâtiments énergivores. Et là, l'enjeu du coût de l'énergie directe pour l'utilisateur et l'occupant devient clé. Est-ce que, tiens, je fais une parenthèse, messieurs, est-ce que justement avec la flambée du coût de l'énergie, on a justement peut-être un sursaut, en tout cas une prise de conscience encore plus rapide de certains, comme vous le dites, qui sont peut-être à la traîne et qui se disent là c'est le moment d'accélérer, j'appelle qui de droit à Axéo, les différents installateurs pour faire un audit de comment je peux améliorer tout ça. Tout à fait, il y a vraiment une prise de conscience, une prise de risque qui est réalisé maintenant. Et aujourd'hui, donc, il y a du court terme et du moyen terme. Donc, le court terme, c'est une maintenance efficace immédiatement. Le court terme, moyen terme, c'est mettre en place une meilleure régulation. C'est une stratégie. Là, on est un peu dans la communication générale en disant que chacun met un pull l'hiver et un t-shirt l'été pour essayer de moins consommer d'énergie. Mais là, on est un peu dans le palliatif. Et il y a ce qui est le pilotage. Et le pilotage, je pense que c'est sans changer les installations générales, mais on a un énorme impact. Si on fait éteindre les lumières automatiquement, si le week-end, on fait des réduits et qu'on remet la chaleur le matin, on a des sources d'économie sans impacter personne dans le bâtiment. C'est même plus l'individu qui est impacté, c'est l'intelligence du bâtiment qui permet de faire de la performance. Oui, j'ai l'impression qu'entre effectivement des astuces, mais de bon sens finalement, et puis ce sujet de la maintenance, qui est très important, filtres encrassés qui peuvent effectivement gêner la ventilation, on est déjà sur plus que des astuces que les Anglais appellent des quick wins, c'est-à-dire très rapidement, là on peut déjà faire des économies. Et on a des potentiels qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents d'économies sans changer le cœur du système. Derrière, et c'est du moyen terme, les clients réfléchissent à des changements de technologie. On passait de l'effet Joule, les radiateurs électriques, à passer à des pompes à chaleur. Et là, on est sur des coefficients de 2 ou 3 de réduction sur les consommations. Et ces changements sont faits en général à l'issue des travaux énergétiques, parce que si on travaille d'abord sur l'enveloppe, sur l'isolation du bâtiment, des fenêtres,
et qu'on travaille sur le système, au final, on aura un système qui sera plus petit, donc moins coûteux à investir. Alors que si on fait ça en premier, on va devoir adapter le système à un bâtiment qui n'est pas encore performant dans son enveloppe et dans son fonctionnement, et donc on devra investir plus. C'est pour ça que toute la stratégie qu'on pose avec l'équipe de Michael sur l'énergie, c'est d'abord d'améliorer toute l'efficience du bâtiment dans son enveloppe, et enfin travailler sur les systèmes pour les remplacer. La régulation peut se faire dès maintenant. C'est ça, vous voyez, on a à la fois du quick win maintenant et du gros gain à terme. Quels sont les résultats justement avec cet ensemble de mesures qu'on peut attendre vis-à-vis des objectifs du décret tertiaire ? On peut, sur la partie régulation, on peut arriver à 15% en moyenne, simplement. Mais là, on va parler toujours à confort égal ou même à confort amélioré, parce qu'une régulation améliore le confort, au final. Sur la maintenance, on parle des filtres, on parle de l'équilibrage, on parle des réglages. On a entre 5 et 10 points sur les installations qui sont pas aujourd'hui très bien tenues. Et enfin, sur la technologie, juste en optimisant le fonctionnement ou des petits éléments, des pompes, etc., on peut encore avoir de 10 à 20 points. Facilement, sur une installation existante avec un ensemble de stratégies sans changer de technologie, on peut arriver à 30%. Ouais. C'est notable. C'est énorme, parce que j'ai l'impression même que ça va être, c'est un peu iconoclaste, mais cette flambée du coût de l'énergie, elle va forcer les gens à faire leur calcul et se dire, mais voilà, pour un investissement finalement assez minime, on va pouvoir faire des économies avec un coût de l'énergie ou un coût du kilowattheure qui va exploser. Ça risque d'être rentable extrêmement rapidement. Si on prend le gaz au marché spot, ça vaut le coup en un an. Les TRI qui étaient de 7 ans ou 10 ans, le gaz étant 10 fois plus cher au marché spot aujourd'hui, c'est un an. Après, c'est un risque qui est heureusement ponctuel. J'espère que ces niveaux de prix vont pas rester. Mais on se rend compte que les flambées, comme on les connaît, réduisent les temps d'investissement, les retours sur investissement à des durées très courtes. Je vais poser la même question à Michael Théorème, justement. Exemple concret d'actions mises en place et de résultats, voilà, pour illustrer un peu ce qu'on vient de dire. Là, on est dans les grands chiffres. Est-ce qu'on a voilà, un chantier auquel vous pensez en particulier, Michael, qui pourrait illustrer ce qu'on vient de dire ? Oui, pour rebondir là sur ce que disait Aymeric, alors je pense à une entreprise. On a travaillé pour le siège social d'une entreprise, bâtiment de 3000 m², sur lequel il était chauffé avec justement des effets Joule, donc avec des radiateurs électriques, et il y avait des climatiseurs individuels pour le refroidissement des bureaux. Là-dessus, tout cela a été remis à plat. Nous avons mis en place des centrales de traitement d'air alimentées par des groupes d'eau glacée, et ce remplacement, le fait de centraliser la production de chauffage et de climatisation a permis de diviser par 2,5 la consommation énergétique du bâtiment. Donc c'est vraiment très très important. Une réduction de 2,5. Sinon, de 2,5. Sinon, autre exemple, alors là, sur la partie régulation, on a travaillé pour le siège social d'une grande banque, sur lequel on a été d'abord appelé parce qu'il y a des problèmes d'inconfort thermique dans ce bâtiment-là. C'est-à-dire que le patron, le directeur général disait, voilà, aujourd'hui, j'ai un taux de congé maladie beaucoup trop important, et parce que mes collaborateurs se plaignent en fait du niveau de confort. Pourtant, le bâtiment datait de 2009, relativement récent, et lorsque nous sommes allés sur place, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème dans la gestion technique du bâtiment, dans la régulation, et notamment, et c'est marrant, le système régulé de façon à entre 22 et 24 degrés dans le bâtiment, sur cette plage de 2 degrés, ça chauffait et ça refroidissait en même temps, c'est-à-dire que les systèmes climatiques se battaient en duel, et du coup ça créait un système de douche froide pour les collaborateurs, et donc ils tombaient malades. Ça n'a absolument rien coûté à cette entreprise. Ils ont juste demandé à leurs exploitants de mettre les bonnes consignes de température suite à nos recommandations, et du coup ils ont pu faire 15% de gain énergétique, et les collaborateurs ont eu un gain de confort notable. Et oui, on connaît ça dans les grands bureaux. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont près de la fenêtre. Dès qu'il y a du soleil, ils ont trop chaud. Et avec la même température, ceux qui sont effectivement dans le fond, eux, ils ont trop froid. Voilà. En plus, il y a la crise sanitaire qui est passée par là. Donc, si on a des
effectivement des collaborateurs absents à cause des rhinopharyngites ou autres, c'est un petit peu embêtant. Donc ça, là aussi, un quick wins, régulation assez facile à faire, de la maintenance évidemment, et c'est gagnant pour les entreprises. Messieurs, on avance tout de suite, on va prendre quelques questions de nos auditeurs et vous allez y répondre. Axéo vous répond. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Première question à nos deux experts. Comment savoir facilement si des marges de progrès existent sur mes installations ? Aymeric. Nous proposons des audits techniques des installations en tant que bureau d'études externe. Ça permet d'avoir un avis éclairé et exhaustif sur les équipements, leur réglage et la manière dont ils sont entretenus. Et on va également faire une enquête d'usage auprès des utilisateurs du site afin de connaître leur niveau de confort, connaître les consignes de température en hiver, en été, les inconforts ressentis, le vécu des usagers. J'ai parlé au départ de chauffage, ventilation, climatisation. Parfois, des ventilations incomplètes créent un inconfort. On ne parle pas de température, mais on parle de sentiment de renfermé, d'étouffement, Ouais. et qui est plutôt courant dans les immeubles récents si c'est mal réglé. Là aussi, les immeubles sont bien conçus, mais s'ils sont mal pilotés, on peut créer de l'inconfort directement. Donc, à la suite de cet audit, on peut faire un plan d'action qui soit à la fois sur la maintenance et sur les travaux potentiels. Tiens, une petite astuce, quelle température faut-il en moyenne dans les bâtiments ? Qu'est-ce qu'on recommande aux professionnels ? En général, on recommande 21 degrés en hiver. C'est difficile d'être en dessous pour les bureaux. Et 26 degrés en été, ça, c'est de la bonne pratique pour éviter de consommer trop. D'accord. Ce sont un peu les deux températures minimales qui sont acceptables. Qu'est-ce qu'on fait pendant la nuit ? Les stratégies de réduction de consommation, comment on pilote ça ? Ou lorsque le bâtiment est inoccupé, tiens, on peut penser à ce qui s'est passé, on n'espère pas le revivre évidemment en période de confinement, sûrement il y avait des pans entiers de bureaux qui étaient fermés. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour pas que ça s'abîme aussi ? En fait, de réduire la température, ça va faire gagner forcément par rapport aux consommations énergétiques, mais il y a une notion d'inertie du bâtiment. Et plus le bâtiment est moderne, moins il a de puissance de climatisation, de chauffage. Donc il faut qu'on prenne en compte l'inertie thermique du bâtiment pour éviter l'inconfort à l'arrivée des premiers employés. Donc en fait, la descente en température et la remontée, elle dépend des équipements et des délais, en fait, tout simplement. La régulation de l'air fait que l'air reste sain et l'hygrométrie également. Très bien. Autre question, tiens, j'ai déjà fait des travaux sur mon installation CVC en 2016. Les économies seront-elles prises en compte dans l'atteinte de mes objectifs décrets tertiaires ? À partir de quand, peut-être, Michael, c'est pris en compte, c'est immédiat ? On peut prendre en compte les travaux déjà réalisés ? Alors c'est une très bonne question, effectivement. La loi prévoit, la loi Elan et le décret et les arrêtés d'application, donc ce qu'on appelle le décret tertiaire, prévoit la possibilité de choisir une consommation de référence, une année de référence qui peut être choisie entre 2010 et 2020. Donc la question, effectivement, est très bonne, puisque on peut tout à fait choisir une consommation de référence, par exemple en 2015, donc avant ces travaux qui ont été réalisés en 2016, pour que les réductions des consommations qui ont été occasionnées à la suite de ces travaux en 2016 puissent contribuer à la réussite de l'objectif en 2030, 2040 et 2050, donc soit les moins 40% en 2030. Donc oui, tout à fait, ces travaux ne sont pas perdus, ils vont pouvoir contribuer à la réussite des objectifs. Encore faut-il que le maître d'ouvrage ait bien conservé précieusement ses factures énergétiques antérieures à 2016. Bien évidemment, pour faire finalement le avant-après, c'est ça, établir la comparaison ? Exactement. Très Exactement. Enfin, une question plus générale, messieurs. Économie et confort sont-ils antagonistes ? Aymeric ? C'est souvent ce qu'on craint quand on est face aux gestionnaires, de faire une contrainte au niveau des utilisateurs, et le retour d'expérience est qu'on apporte du confort à faire une meilleure régulation. Et toutes les évolutions techniques, technologiques, amènent une régulation meilleure pour les utilisateurs en termes d'air neuf, en termes de hygrométrie, en termes de température. On en parlait tout à l'heure, les douches froides, tout le monde les a connues, et ce ne sont pas les dernières technologies, c'est des choses qui étaient là avant. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir du bon matériel et de bien le conduire. Il y a vraiment ces deux leviers qui amènent du confort derrière pour les utilisateurs, et c'est à chaque retour d'expérience, le confort est meilleur après qu'avant. Michael, vous voulez rajouter quelque chose ?
par rapport à justement cet antagonisme présumé? Ce n'est pas antagoniste, hein. C'est le contraire, effectivement. À partir du moment où on améliore les systèmes, on améliore la maintenance et l'exploitation de ces systèmes de chauffage et ventilation, climatisation, on se retrouve avec un meilleur confort d'usage pour les collaborateurs au sein de ces bâtiments. L'idée n'est pas du tout d'obtenir des économies d'énergie en baissant les températures en dessous, par exemple, de 21 degrés en hiver. C'est absolument pas l'objectif. Donc, je confirme tout à fait et je constate exactement la même chose qu'Aymeric chez l'ensemble de nos clients. Alors, une dernière question, on a beaucoup parlé effectivement de chauffage parce en tout cas, on termine l'hiver. En revanche, on sait aussi que la climatisation est très consommatrice. Qu'est-ce qu'on peut faire là aussi? C'est pas évident quand les températures extérieures, et on nous promet pour les années suivantes des choses bien supérieures, avoisinent les 30-35 degrés. Comment on fait aussi pour préserver ce confort à l'intérieur des bâtiments? Là aussi, on va travailler sur les équipements. Il y a des technologies qui ont évolué, également en régulation. Et l'enjeu, ça va être de bien piloter, bien réguler. Il y a des vraies sources d'économie sur ce poste-là. On a parlé de la maintenance. Tout ce qui est filtre, c'est principalement la climatisation. Mais il y a également des sauts technologiques. C'est vrai que c'est des matériels qui se renouvellent plus souvent. On n'imagine pas, mais les technologies clim vont plutôt être sur des cycles de 20-25 ans, alors que le chauffage peut être sur des cycles plus longs. Donc, naturellement, déjà, les clients font des investissements, mais malheureusement, parfois, la maintenance ou le service ne suit pas. Donc, il faut se faire accompagner et se faire conseiller à ces niveaux. Michael ? Oui, et il y a également des préconisations relativement simples qui permettent en été de réduire ces consommations de climatisation. C'est le free cooling, par exemple, c'est-à-dire de faire de la surventilation nocturne pour que le bâtiment, la nuit, récupère les frigories gratuits présents la nuit et que le bâtiment soit déjà à une température un peu plus basse le matin, permettant de faire des économies sur la production de froid dès que les collaborateurs ou les clients, je pense beaucoup aux grandes surfaces, arrivent dans le magasin. Donc de mettre en place via la régulation, là encore, des stratégies de free cooling permet de faire de fortes économies d'énergie. Et voilà, également, je pense qu'on aura pu faire toute une émission également sur la climatisation. Ce sera peut-être le cas dans les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'on résume en conclusion? Conduite et pilotage de ces installations CVC, première source d'économie, 1 degré d'écart de température, 7% de gain annuel d'énergie. On le répète, un bâtiment mieux régulé, un bâtiment mieux isolé apporte davantage de confort aux occupants. Et puis enfin, une vision CVC temps global, renouvellement d'air, gestion de la conduite peuvent être vraiment la source d'un meilleur confort pour tous les occupants et bien sûr réduire les consommations dans l'atteinte de ces objectifs du décret tertiaire. Un grand merci à nos 2 experts du jour, Aymeric Crégu, directeur métier génie thermique d'Axéo, Michael Thérom, à distance, directeur métier génie énergétique d'Axéo. Messieurs, un grand merci. Bien sûr, pour toutes les solutions, rapprochez-vous de ces experts. On vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé. Le Bâtiment Optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axieo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.